Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Landou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, l'actualité semble toujours dominée par la probable révision constitutionnelle à venir. Et c'est dans ce contexte que le ministre congolais de l'Intérieur, Richard Mouège, s'est exprimé et il a dit que ces projets de révision ne portent pas sur les matières verrouillées à l'article 220 de la Constitution, mais il a toutefois indiqué que cet article qui ne permet pas à Joseph Kabila de briguer un troisième mandat peut être modifié par voie référendaire. Monsieur Mbelou, quel crédit peut-on accorder à ces propos? Peut-on raisonnablement faire confiance au PPRD? Sur cette question-là, je souhaite que nous puissions faire la part des choses entre l'actualité qui nous est fournie par les médias congolais et les médias dominants dits internationaux et l'actualité telle qu'elle est en train de se faire derrière tous ces médias-là. Je voudrais insister pour que nous fassions cette part des choses. Et cela signifie ceci. Nous risquons de nous laisser distraire. Le débat sur la Constitution nous éloigne des questions essentielles face auxquelles le pays est placé aujourd'hui. L'une de ces questions essentielles, c'est celle de son occupation par des forces étrangères et leurs nègres de service. Que sont-ils en train d'ourdir pour le moment? Est-ce que le débat sur la Constitution ne serait-il pas lié au fait qu'il y a la consolidation de l'occupation qui se poursuit et que, comme ceux qui consolident cette occupation qui tend vers la réalisation permanente de la balkanisation du pays, savent que les Congolais ou une certaine classe politique congolaise aime les débats, on oriente cette classe politique congolaise vers les débats et les choses sérieuses se font en marge des caméras et des débats publics. Bon, maintenant revenons quand même à ce fameux débat sur la Constitution. Nous devons encore une fois faire la part des choses, c'est-à-dire ceci. Est-ce que tous les Congolais, toutes les Congolaises s'inscrivent aujourd'hui dans le schéma du processus électoral tel qu'il a été conçu depuis les années 2000 jusqu'à ce jour? Je ne le crois pas. Nous avons de plus en plus de compatriotes qui disent que ce qui importe pour eux, c'est de mettre fin à l'occupation de leur pays et non de s'insérer, de s'inscrire dans un processus géré, commandé par les occupants. Et quand on parle d'occupants, ne voyons pas d'abord les petits nègres de service qui opèrent à partir de Kinshasa ou de l'un ou l'autre pays africain. Les véritables occupants sont les commanditaires de la guerre de basse intensité qui se déroule chez nous. Nous pouvons, par exemple, voir les forces, les élites dominantes anglo-saxonnes et puis les multinationales. Ce sont ces forces-là qui ont commandité cette guerre de basse intensité, qui la poursuivent, et les nègres de service, eux, nous entraînent sur le champ du débat sur la révision ou pas de la Constitution. Et puis, qu'est-ce qui changerait? Est-ce que vous vous imaginez un seul instant que les nègres de service d'une grande occupation d'un grand pays au cœur de l'Afrique puissent se réveiller un matin et dire oui, nous commençons à comprendre que nous sommes dans un processus démocratique, nous allons respecter les règles des jeux et passer le flambeau? Non.
C'est là, je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, c'est là que nous sommes en train de rêver et de mal rêver. Ce processus-là ne va pas conduire à des élections qui pourraient garantir le vivre bien des Congolais. Non, c'est un processus qui est confisqué par les forces d'occupation. Voilà pourquoi, au lieu de nous laisser distraire par ces débats-là, nous devrions de plus en plus étudier la possibilité d'aller vers nos masses populaires, d'aller vers nos jeunes, d'aller vers nos mamans, nos filles, d'aller vers les vieux, vers les étudiants, pour amorcer avec eux un dialogue, un échange sur les questions essentielles face auxquelles le pays est placé. Donc ça pourrait nous aider à ne pas trop nous laisser distraire par ce débat sur la révision constitutionnelle. Mais ce que ces ministres-là révèlent, c'est que lui et ses amis sont disposés, et Minakou l'a dit en des mots très clairs, ils sont disposés à demeurer au pouvoir. J'utilise toujours pouvoir entre griffes, comme ils l'ont fait en 2006 et en 2011. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut analyser en profondeur. Monsieur Mbelou, demeurer au pouvoir, pourquoi faire? Pourquoi faire? Et plus inquiétant, on ne voit aucun véritable projet politique derrière tout cela. Oui, nous le disions déjà lors de l'émission passée, il y a une vacuité de la pensée. Il y a un vide idéologique dans le chef de la plupart des compatriotes qui s'engagent dans ces coalitions-là. Mais ne jetons pas tout de suite avec l'eau du bain. Il est toujours bon que les compatriotes apprennent à s'approcher et à travailler ensemble. Espérons que du choc des idées pourrait surgir la lumière. Mais, constituer des mouvements unifiants exigerait que ceux qui les constituent aient quand même une vision claire de vers où ils veulent que le Congo aille. Donc, nous avons en permanence un problème de direction, d'un leadership visionnaire, d'un leadership alternatif qui ait une autre vision pour le Congo de demain. Là, nous sommes en train de nous battre et jusque-là, nous ne voyons pas très clair dans le travail abattu par les amis qui constituent toutes ces coalitions-là. Cela d'autant plus qu'ils sont coachés de plus près par des services secrets étrangers. Mais tout en disant cela, personnellement, je ne désespère pas des efforts conjugués par les compatriotes, que ce soit au pays ou à l'extérieur du pays. Il serait important que tous nous puissions tirer à une même corde et nous dire que ce qui importe, ce n'est pas une petite victoire aux élections, que ce soit de 2014 ou de 2016. Ce qui importe, c'est d'avoir comme date finale de nos luttes la fin de l'occupation du pays, la fin de la balkanisation du pays, la fin de l'implosion du pays. Donc, si nous avons cela en ligne de mire, nous dire, nous luttons pour que demain, le Congo soit réellement indépendant et souverain, qu'il ne puisse pas voler en éclats, que toutes ces provinces et tous ces territoires puissent rester unis. Nous luttons pour que les nègres de service qui occupent ce pays-là pour pouvoir vendre ses richesses aux étrangers
à vil prix puisse être maîtrisée et que le Congo devienne un État social, que nous passions de l'État colonial actuel à un État national qui ait la maîtrise de tous les domaines qu'il gère, le domaine économique, le domaine politique, le domaine éducatif, le domaine spirituel, le domaine culturel, etc. Donc, si nous avons cela en vue, nous pouvons, même en nous trompant, réajuster constamment le tir. Mais si nous luttons pour le court terme, être aux affaires demain dans un pays sous occupation, là, je ne sais pas si nous savons vers où nous voulons conduire ce pays-là. Très bien, à propos des coalitions toujours, hein, celle de l'opposition républicaine semble voler en éclats puisque le divorce semble consommer entre Lisanga Bonganga et Kengo Wadondo, hein, puisque semble-t-il le gouvernement de cohésion nationale s'est fait attendre. Qu'est-ce que cela vous inspire-t-il, M. Mbelou? Oui, quand nous parlons de coalition au Congo, nous devrions exercer notre esprit de discernement. Ne donnons pas l'impression que ces coalitions datent des années 2000-2010. Nous avons connu l'union sacrée de l'opposition. Et nous savons comment, à travers l'histoire, notre histoire collective, l'union sacrée de l'opposition a commencé à s'effissurer de l'intérieur. Donc, ayons aussi en permanence cette histoire dans nos têtes. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, il y ait des coalitions qui se forment? Et cela devrait nous conduire à être très critique et très éveillé. Il y a certaines coalitions qui se forment par opportunisme, hein, des compatriotes qui sentent qu'ils sont restés chômeurs pendant très longtemps, se disent c'est notre tour maintenant de pouvoir aller à la mangeoire congolaise. Alors les moyens les plus usités, c'est la fabrication de coalitions sans consistance, sans idéologie, pour pouvoir partager le morceau à la mangeoire congolaise. Il y a, je ne sais plus si c'est Mao qui disait, pour mettre de l'ordre dans l'organisation, il faut commencer par mettre de l'ordre dans l'idéologie. Si ces coalitions se font et se défont, c'est d'abord parce que ce sont des coalitions opportunistes, ensuite parce qu'il n'y a pas d'ordre du tout dans leur organisation et dans leur idéologie. Et vous avez aujourd'hui des gens qui disent qu'ils sont de gauche, qui demain passent à droite, ceux qui vous disent qu'ils sont au centre, qui demain commencent à aller à gauche. Donc, il y a une cacophonie politique telle que on ne voit plus tellement clair dans le microcosme politique congolais. Donc, si les compatriotes ont envie que leur lutte ou notre lutte commune puisse aboutir, ils auraient intérêt à mettre de l'ordre et dans l'organisation et dans l'idéologie. Nous allons vers quel Congo? Quel est le Congo que nous voulons ensemble pour demain? Comme je ne cesse de le dire, on peut fabriquer autant de calendriers que l'on veut, tant qu'on ne sait pas qui va financer ces élections-là, tant qu'on laissera aux autres le soin de financer les élections d'un pays occupé, le calendrier importe peu. Et ces gens-là sont habitués à... Il y a un texte, une interview que l'abbé Apollinaire Malou avait donné jadis à la radio Okapi, une interview dans laquelle il disait que ça n'était fini avec lui après la CEI et qu'il n'allait plus revenir, qu'il n'allait pas participer à la CENI, qu'il allait suivre les directives de ses supérieurs hiérarchiques. Il n'en a pas été question. C'est, comme je vous le disais la fois passée, c'est signe qu'il n'est pas là
par lui-même. C'est quelqu'un qui est mis. Tout lui sera dicté par ceux qui l'ont mis là-bas. Il va réaliser leur volonté. Si leur volonté, c'est de laisser encore M. Joseph Kabila là où il est jusqu'en 2021. Monsieur Mbélou, oui. Vous avez une idée de ceux qui l'ont placé à la tête de la CENI? Oh, mais je vous en ai déjà parlé une fois, si je ne m'abuse pas. Mais revenons à ce que nous disions maintenant. Si l'idée de ceux qui l'ont mis là-bas est de perpétuer le pouvoir d'occupation et de prédation, et s'il lui demande de tirer les choses en longueur pour que cela se réalise, il va obéir. Jusqu'au moment où les masses populaires congolaises, transformées en masse critique, diront « Il y en a marre, maintenant c'est fini, nous nous levons pour diriger notre pays comme nous l'entendons ». Tant qu'il n'y aura pas cela, je ne vois pas ce monsieur en train de suivre un calendrier qui irait dans le sens de résoudre la question, de résoudre le problème de la légitimité de la souveraineté dans notre pays. Non, il n'est pas là par lui-même et je ne cesserai de vous le répéter. Très bien, les partis de l'opposition regroupés au sein de la plateforme Force politique et sociale pour l'unité d'action étaient face à la presse cette semaine aussi, à la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Et le but de la réunion, semble-t-il, c'était pour annoncer des actions à mener dans un proche avenir afin de lutter pour la résolution de la crise de légitimité née des élections chaotiques du 28 novembre 2011. Fin de citation. Monsieur Mbélou, cette crise sur la révision constitutionnelle semble remettre à l'avant-plan l'épineux problème de crise de légitimité dont semble souffrir encore le pouvoir de Kinshasa jusqu'à présent. Oui, et comme je le disais pour les autres coalitions, ce n'est pas mal que les compatriotes se rencontrent au sein des grands ensembles, des grands mouvements unifiants, des grands fronts unifiants. Mais, qu'il n'y aille pas pour falsifier l'histoire. Parler d'une crise de légitimité qui ne daterait que des élections chaotiques de 2011, c'est une falsification de l'histoire qui est une reproduction de l'histoire des dominants qui nous est imposée depuis l'assassinat de Lumumba jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi je renvoie certains de ces compatriotes qui auraient le temps de lire. Je ne leur impose rien. Je leur renvoie à mes 2 derniers articles sur l'indépendance du Congo, intitulé « Le Congo n'a presque pas été indépendant depuis 1960. » Nous avons là des documents déclassifiés par les États-Unis qui montrent qu'avant 60, le gouvernement, la politique profonde américaine avait décidé de rester, de s'emparer du Congo pour quelques décennies. Donc, à mon humble avis, il y a eu passage de la colonisation belge à la colonisation américaine pro-occidentale. Donc, la crise de la légitimité date de quelques jours après la proclamation officielle de notre indépendance en 1960 et elle date de l'assassinat de Lumumba. Donc, allons dans les grandes coalitions, créons des débats, mais relisons l'histoire à partir de documents qui deviennent de plus en plus disponibles aujourd'hui. D'ailleurs, dans ces articles-là, j'essaie un peu de décrire tant bien que mal la méthode que nous utilisons aujourd'hui, c'est de relire notre histoire
à partir de la relecture de l'histoire des dominants qui sont chez nous. Et il y a beaucoup d'ouvrages aujourd'hui, beaucoup de textes aujourd'hui qui nous aident à avancer dans ce travail-là. Le danger que je redoute chez certains de nos compatriotes, c'est de reproduire la version historique qui nous a été enseignée à l'école primaire, à l'école secondaire et à l'université. Hein, je me souviens qu'on nous avait enseigné, je ne sais plus maintenant si c'est à l'école primaire ou à l'école secondaire, quand en 1482, Dego Cao avait découvert l'embouchure du fleuve Congo, comme si, avant que Dego Cao n'aille au Congo, l'embouchure du Congo n'existait pas. On nous a appris bien des choses comme ça. On nous a appris que nous étions indépendants et souverains en 60, et nous reproduisons ce discours-là sans le questionner, sans poser des questions du genre. Mais si nous sommes indépendants depuis 1960, pourquoi y a-t-il d'autres nations, d'autres pays, d'autres organisations dites internationales qui nous dictent jusqu'à ce jour la ligne de conduite à tenir dans la gestion de ce pays, dans le choix de nos partenaires extérieurs? Pourquoi? Mais on ne se pose presque pas ces questions-là. On dit non, nous sommes indépendants, la crise de légitimité date des élections chaotiques. Non, 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 non. Ça, c'est la version dominante de notre histoire qui doit être petit à petit déconstruite pour que nous n'enseignions pas à nos enfants et à nos petits-enfants des mensonges, que nous ne participions pas à ce que Jacques Goudy appelle le vol de l'histoire, parce qu'il y a eu vol de l'histoire, comme il y a en permanence vol de matières premières, vol de cerveau, vol de sous. Très bien. Dans les actions à venir annoncées par cette opposition qui s'était réunie au centre, à la paroisse Notre-Dame des Fatima, il y a un lot d'ensemble d'actions, des pressions qui seront exercées. Ils ont parlé de la saisine de la justice contre monsieur l'abbé Malomalou pour atteinte aux droits garantis aux particuliers, violation de la Constitution et des lois de la République. Ils ont également parlé du retrait des délégués des forces politiques et sociales de l'opposition siégeant à la CENI, la tenue des meetings populaires, l'organisation des marches pacifiques et d'autres actions jugées salutaires pour mobiliser le peuple conformément à l'article 64 de la Constitution. Monsieur Mbello, l'opposition est-elle dans son rôle naturel ou, et je pose aussi une autre question, a-t-elle les moyens de sortir gagnante de ces bras de fer avec le gouvernement de Kinshasa? Dans ma langue vernaculaire, un petit adage dit Mapasa, ni toi moi n'est pas loin. Non, nous verrons les jumeaux quand les Mambouis et les Chambouis, les papas Mapasa, nous les ferons sortir dehors. Mais, encore une fois, je ne confonds pas l'activisme politique, l'activisme citoyen, le militantisme avec les dérives organisationnelles. Même si, comme je vous le disais, pour qu'il y ait de l'ordre dans l'organisation, il faut commencer par mettre de l'ordre dans l'idéologie. Mais l'activisme politique, le militantisme citoyen sont toujours nécessaires pour des actions de transformation en profondeur d'un pays. Donc, ne confondons pas les deux, mais l'insistance devrait porter sur les objectifs clairs que ces actions voudraient atteindre. Si elles se limitent à ce qu'ils appellent le pouvoir actuel, elles risquent d'engager beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour pas grand-chose. Les actions à mener ne devraient pas simplement viser les nègres de service. Les actions à mener devraient aller jusqu'à toucher les fondés du pouvoir du néolibéralisme au Congo. Et là, certaines de nos coalitions sont trop faibles. Pourquoi? Elles sont coachées par les services secrets extérieurs. Donc,
les actions risquent de ne pas avoir une trop grande visibilité dans le sens, pas de l'alternance comme les coalitions en parlent régulièrement, mais dans le sens d'une alternative capable de procurer le vivre bien aux Congolais et aux Congolaises. Mais il faut toujours partir de quelque part, mettre un peuple debout. J'espère que nos compatriotes ne vont pas se limiter tout simplement à nos populations des grandes villes, qu'ils fassent aussi, qu'ils déploient un effort dans la mesure de leurs possibilités pour aller vers les paysans, pour aller vers nos villages, surtout nos villages les plus reculés. C'est tout le peuple congolais qui a besoin aujourd'hui de pouvoir se mettre debout. Et comme il a encore besoin des politiciens et des intellectuels que je nommerai subversifs dans le bon sens, dans le sens des politiciens, des intellectuels capables de se heurter, de retourner la situation actuelle du pays pour orienter ce pays-là vers des lendemains possiblement meilleurs. Voilà, c'est de ce genre-là que ce pays a encore besoin aujourd'hui. Les actions doivent aller un peu plus loin que les grandes villes et Kinshasa. Donc si ce travail est fait sur le long terme, il finira par porter son fruit. Mais encore une fois, je le répète, pour qu'il y ait de l'ordre dans l'organisation, il importe qu'il y en ait dans l'idéologie. Quelles sont les valeurs que nous défendons? Quel est le Congo que nous voulons pour demain? Pour nous, les vieux qui sont en train de passer, pour nos enfants et nos petits-enfants, quel est ce Congo-là que nous voulons? Très bien, toujours sur le cas Malo Malo pour finir, les opposants qui ont porté plainte contre lui affirment que toutes ces pressions exercées sur lui sont d'ordre moral, destinées à toucher sa conscience de prêtre. Ce qui renvoie des faits, ces dossiers ni aux instances juridictionnelles ni à la juridiction parlementaire, mais à la SENCO, c'est-à-dire au droit canon, d'autant qu'il s'agit d'un ecclésiastique assumant une responsabilité dans une institution publique. Voilà une question que je vous ai déjà posée à plusieurs reprises ici. Est-ce qu'une action forte de la SENCO vis-à-vis de Apollinaire Malo Malo ne permettrait pas d'éclaircir totalement la situation? Parce que pour certains chrétiens, ils se disent, voilà, l'Église catholique, sa position manque un peu de lisibilité, de visibilité par rapport à cette situation. Je pense que vous avez lu comme moi le dernier message des évêques protégeant notre nation. Là, c'est des messages visibles et en échangeant avec les amis du CALCC à Kinshasa, je me rends compte qu'il y a des actions qui sont prévues et qui vont être aussi menées d'ici là. Mais le problème, c'est que vous semblez oublier ceci. Mon cher confrère Apollinaire avait dit qu'il ne serait pas membre de la CENI, qu'il suivrait les instructions de ses supérieurs hiérarchiques. S'il est allé à l'encontre des instructions de ses supérieurs hiérarchiques, malgré leurs insistances, malgré le fait qu'il a été démis de ses fonctions à une université gérée par l'Église, malgré le fait qu'il a été remis à la disposition de son évêque, si il persiste dans sa position jusqu'à ce jour, c'est parce que cela ne dépend pas de lui. Sa conscience, est-ce qu'elle lui dit quelque chose? Nous ne sommes pas des dieux pour sonder les reins et les cœurs, mais il n'est pas là par son propre mouvement. Et je vous repose les mêmes questions. Qu'est-ce que ceux qui l'ont mis à cet endroit-là lui ont confié comme mission?
Pourquoi s'est-il renié en faisant ce qu'il avait dit hier, qu'il ne ferait pas, même s'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas? Donc, autant de petites questions qui montrent qu'il y a eu quand même une prise de distance de M. l'abbé vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques pour des raisons qui lui sont connues de lui seul. Et l'une des raisons, c'est celle que j'évoque ici. Il n'est pas là par lui-même. Il est en mission commandée. Très bien. Pour finir un mot sur les ennuis qu'aurait l'épouse d'Eugène Diomi Ndongala avec les autorités congolaises. Monsieur Mbelou, après l'épouse de Paul Milamboué qui a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement, voilà maintenant que c'est celle de Diomi Ndongala qui a également des ennuis. On a comme l'impression que plus les jours passent, on semble s'éloigner de la vérité judiciaire dans les deux affaires qui concernent ces deux femmes. Moi, j'ai une autre lecture. Nous voyons de plus en plus que ceux qui ont pris possession de notre pays après, avec la guerre de l'AFDL, c'était non pas des libérateurs, mais des nouveaux prédateurs, des criminels, pour certains d'entre eux, des criminels de guerre et des criminels contre l'humanité. D'ailleurs, il y en a qui sont déjà en prison. Ceux d'entre eux, il y a ceux d'entre eux qui sont déjà en prison. Et la nature de ce conglomérat d'aventuriers comme Laurent Désiré Kabila l'avait dénommé, revient régulièrement à la surface. Et je vous remercie encore une fois, vous qui avez réussi à laisser sur le site de Congo One les images de nos enfants, de nos frères et sœurs, tués comme des mouches le 30 décembre 2013. Vous avez encore ces images-là. Paul Milamboué va donner son témoignage sur l'assassinat de deux d'entre nous, des meilleurs qui étaient au service de la cause congolaise, Chebeya et son beau-frère Bazana. Donc, il y a la femme de choses de Diomi qui ose parler, malgré les situations, la situation sécuritaire pénible que le pays connaît aujourd'hui. Patricia ose parler. Elle parle, elle lutte pour défendre l'arrestation injuste de son époux. Voilà qu'elle a des ennuis. Comme la femme de Paul Milamboué a failli être enlevée par deux de ceux qui étaient impliqués dans l'assassinat de Chebeya et de Bazana. Donc, c'est signe que le pays est, dans une certaine mesure, entre les mains des criminels et des bandits. Et on ne peut pas être fondé de pouvoir ou nègre de service du néolibéralisme sans être bandit. C'est très très difficile. C'est très difficile. Il y a des exceptions, mais souvent les exceptions confirment la règle. Très bien, merci beaucoup Monsieur Mbelou. Voilà qui met fin à cette émission qui clôture cette saison des séries d'émissions que nous avons fait. Nous fixons rendez-vous à tous ceux qui nous suivent au mois de septembre de cette année. Merci bien, Monsieur Etienne Nandou, de tous les efforts déployés pour que nous puissions fournir à nos compatriotes notre lecture de l'actualité, qui reste une lecture d'un analyste politique. Ce n'est pas la lecture. Je vois les choses de mon point de vue. J'essaie de répondre dans la mesure de mes possibilités aux questions que vous posez. Merci. Merci à tous nos auditeurs et surtout aussi à nos critiques qui, de temps en temps, essayent d'éveiller notre conscience sur l'autre problème, l'une autre question. Merci à tous et à toutes. Nous nous revoyons. Nous refixons rendez-vous au mois de septembre. Rendez-vous au mois de septembre. Merci beaucoup, M. Mbelou. Merci bien.